Bonjour à tous. Le respect de la réglementation, c'est un enjeu évidemment lorsqu'on rénove un bâtiment. Il faut l'appliquer, il faut aussi l'anticiper pour la prévoir. Quelles nouveautés réglementaires, à quoi faut-il s'attendre pour l'avenir et puis bien sûr, quelles conséquences pour les professionnels? CJBAT, les débats. Et pour se mettre à jour sur l'individualisation des frais de chauffage, sur les travaux dits embarqués et puis aussi sur les évolutions à venir de la réglementation thermique, nous sommes avec Anne-Lise Deloron qui est la directrice adjointe du plan bâtiment durable. Le plan bâtiment durable, c'est une structure qui a été créée par la puissance publique, les pouvoirs publics pour faciliter la mise en œuvre de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment en particulier. Alain Baudin qui est le directeur technique de IE Conseil, c'est un bureau d'études thermiques et énergétiques pour l'ingénierie des bâtiments, 25 collaborateurs au sein de IE Conseil installés en Seine-et-Marne. Et puis avec nous également Arnaud Tamin qui est le directeur de la maîtrise des charges et des travaux d'efficacité énergétique à la direction générale du groupe Foncia. Benoît Magneux est avec nous, il est un nouveau dans les débats CJBAT et il est le bienvenu. Benoît Magneux qui est expert réglementation GRDF. Au programme de ce débat, cher Benoît, une série de textes réglementaires parus ou à venir, mais qui découlent tous de la loi sur la transition énergétique. Tout à fait. La loi de transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux en termes de rénovation des bâtiments. À l'horizon 2050, c'est l'ensemble du parc immobilier qui devra avoir été rénové au niveau bâtiment basse consommation. Le parc tertiaire devra avoir baissé de 60% ses consommations d'énergie finale par rapport à 2010. Et donc pour atteindre tous ces objectifs, un certain nombre de mesures sont annoncées dans la loi de transition énergétique qui doivent être précisées à travers des décrets ou des arrêtés. Certains de ces textes ne sont pas encore parus, ainsi par exemple ceux qui doivent modifier l'actuelle réglementation thermique dans l'existant, ou ceux qui ont trait à l'obligation de travaux en tertiaire. Donc sans certitude sur ces textes, on pourra néanmoins donner quelques éléments dessus car ils ont été l'objet d'une consultation publique en 2016. D'autres textes sont parus, par exemple celui qui porte sur l'obligation de prendre en compte la performance énergétique en cas de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux, ou encore un autre décret paru et sur lequel nous allons commencer le débat, celui qui vise à l'obligation d'individualiser les frais de chauffage. Donc, dans les immeubles ayant un chauffage collectif et où traditionnellement la facturation pouvait se faire en répartissant la consommation totale au prorata des tantièmes ou des surfaces, il va s'agir d'installer des systèmes qui permettent un comptage individuel des consommations de chaque logement. Ce n'est pas un sujet nouveau. Il y a des lois portant sur ce type d'obligation depuis les années 70. Mais tous les logements, d'abord, n'étaient pas visés. Et puis, au fil du temps, la cible de ces lois a varié. Aujourd'hui, le décret de 2016, il systématise cette obligation. Et c'est ce qui le rend un peu singulier. Le décret de 2016 que vous évoquiez, c'est celui du 30 mai 2016 qui impose un comptage individuel des frais de chauffage. Techniquement, deux options pour compter, les répartiteurs de frais de chauffage ou les compteurs d'énergie thermique. Explication sur le terrain avec Ariane Monfray, Julien Lagrange et Clément Jeunet. Dans cet immeuble parisien des années 70, le chauffage est assuré par une chaudière collective au gaz. La distribution étant verticale, l'individualisation des frais de chauffage nécessite l'installation de répartiteurs sur chaque radiateur relié à la chaufferie. Le principe de fonctionnement est simple. Chaque boîtier électronique est soudé au centre du radiateur à 75% de sa hauteur. Des capteurs mesurent la différence de température entre la surface du radiateur et l'air ambiant. Le RFC affiche alors un indice brut de consommation.
Une fois les boîtiers installés, un technicien identifie chaque radiateur du logement et ses mensurations exactes. Pour cette résidence, l'installation des 950 RFC aura demandé 9 jours de travail à une équipe de 4 personnes. Chez OCA, l'afflux de demandes avait été anticipé. Nous sommes le numéro 1 français en répartition de frais de chauffage, donc nous avons une expérience sur laquelle nous nous appuyons. Deuxièmement, nous avons référencé les plus grands fabricants de matériel et nous travaillons notamment avec le leader mondial des fabricants de RFC. Donc pas de problème sur l'approvisionnement en matériel. Et enfin, pour la pose, nous avons formé nos techniciens en charge de la pose, plus de 100 techniciens aujourd'hui qui font de la pose. Nous avons recruté quelques techniciens en plus et surtout, nous avons construit un réseau de partenaires sous-traitants qui vont nous aider à faire tous ces chantiers. Quand tous les RFC seront installés, les données de l'ensemble de l'immeuble seront collectées par une passerelle qui les transmettra à un serveur d'OCA par télérelève. Les occupants pourront alors les visualiser en temps réel afin de surveiller leur consommation de chauffage. Dans cet autre immeuble parisien construit en 2014, le chauffage au gaz fonctionne avec une distribution de type horizontale. De fait, l'individualisation des frais de chauffage est assurée par des compteurs d'énergie thermique installés dans cette colonne sur le palier. Concrètement, le CET mesure par ultrason la différence de température à l'arrivée et à la sortie du circuit. Le résultat est alors exprimé en kWh et la collecte des index est assurée par contrôle radio. Cet index, nous pouvons le relever à distance en envoyant un technicien au pied du bâtiment sans qu'il n'ait nécessité à rentrer dans le bâtiment et dans les logements. Et à distance, avec sa tablette, grâce à une application que nous avons installée directement dessus, il peut relever directement les consommations à distance. Et à ce moment-là, nous pouvons justement envoyer la consommation d'un appartement à notre client et peut faire facturer directement à son client. Ces deux systèmes permettent donc une mesure précise des frais de chauffage. Pour autant, la lisibilité des données relevées varie d'une solution à l'autre. Il y a un avantage certain pour le compteur d'énergie thermique. En effet, celui-ci affiche des kilowattheures directement, ce qui est bien plus pratique par rapport au répartiteur de frais de chauffage qui, lui, n'est qu'un index évolutif. Il faudra entrer après dans un moteur de calcul justement pour avoir des kilowattheures. À l'heure actuelle, des prestataires de services fournissent des portails sur lesquels on peut visualiser tous les jours en fait, cette évolution d'index. C'est vrai qu'un index ne parle pas forcément, tandis que des kilowattheures consommés parlent bien plus, aussi bien au bailleur qu'au syndic, mais aussi pour l'utilisateur final. Les prix sont compris entre 25 et 40 euros TTC par logement et par an pour les RFC. De leur côté, les CET sont facturés entre 40 et 60 euros TTC par logement et par an, selon la taille des copropriétés. Qui a la charge du financement de ces équipements de comptage, Arnaud Thamin? Alors dans la copropriété, c'est le copropriétaire qui va payer cet abonnement. Et c'est très clair dans le règlement de la copropriété. A priori, donc les coûts peuvent être passés en récupération sous forme de charges locatives, dans le cadre notamment des offres de location entretien-relève, qui sont en général proposées par les prestataires qu'on a vus dans leur reportage. Et donc, il y a une possibilité de récupérer. Ça fait partie des charges récupérables. Voilà. Il y a un vieux débat, parce que vous avez rappelé tout à l'heure, Benoît, que ce sujet de l'individualisation des frais de chauffage occupe les professionnels depuis les années 70, disiez-vous. Le débat persiste néanmoins sur les solutions techniques. Est-ce que ces outils qui existent aujourd'hui, et il y en a deux, on vient de le voir, reflètent fidèlement la réalité des consommations? Alain Baudin, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ce qui est des compteurs d'énergie sur les boucles horizontales, il n'y a pas de problème. On sait qu'on mesure vraiment l'énergie qui est entrée dans le logement. Par contre, pour tout ce qui est répartiteur sur les radiateurs, on part d'une estimation de la puissance du radiateur existant. Donc sur des radiateurs récents, ça ne va pas poser trop de problèmes. Sur des radiateurs beaucoup plus anciens, ça va poser beaucoup plus de problèmes pour pouvoir en déterminer leur puissance.
Le système fait une évaluation de la température ambiante pour pouvoir définir une différence de température entre la température du radiateur et la température ambiante. Et puis, deuxièmement, quand l'opérateur vient poser le répartiteur sur le radiateur, il doit entrer comme information la surface de contact entre le répartiteur et le radiateur. Donc du coup, l'information retranscrite par ce répartiteur de chaleur reste une estimation de chaleur fournie à la pièce et pas vraiment un comptage de chaleur et de calories comme l'entend le décret. La deuxième question qu'on peut se poser, Arnaud Thamin, c'est celle d'une certaine manière de la justice de cette mesure, puisque certains disent au bout du compte, ce qu'on va mesurer, c'est dans certains cas en tout cas la température dans le logement et pas la consommation d'énergie nécessaire pour produire cette température dans le logement. En clair, certains pourraient être chauffés par le voisin et c'est le voisin qui paiera dans ce cas-là. Est-ce que ça vous paraît valable ce débat notamment, ou est-ce que c'est pas sérieux ou marginal? C'est plus la question de la justesse du dispositif que de la justice du texte de loi. Nous, en tant que syndic, bien évidemment, on n'est pas là pour commenter des textes issus du législateur. Je pense que l'intention, elle est d'essayer de mobiliser, d'inciter les utilisateurs à faire attention sur leurs dépenses énergétiques. Le texte prévoit également finalement de ne répartir qu'une partie des frais de chauffage de l'immeuble, puisqu'en gros la règle dit qu'il y a 30% qui vont rester refacturés au tantième et 70% seulement qui seront refacturés suivant la lecture de ces fameux index des RFC. Et ces 30%, ils sont justement là pour arbitrer cette histoire de vol de calories entre plusieurs appareils. Donc ça a été, la réglementation a pensé cette question de la justice. Agnès Deleron. Oui, je pense que ce qu'il faut rappeler, et Arnaud l'a soulevé, c'est que cette mesure, elle s'inscrit, comme l'a dit Benoît, dans la loi relative à la transition énergétique. Et derrière ça, la volonté des pouvoirs publics, c'est aussi de rappeler qu'on recherche une sensibilisation des particuliers et au premier chef des copropriétaires. On sait que c'est un segment un peu compliqué à embarquer dans la transition énergétique. Et on fait ce constat à la fois dans le secteur résidentiel comme dans le secteur tertiaire, qu'à partir du moment où on mesure, à partir du moment où on prend conscience, mécaniquement, les comportements évoluent, de manière consciente ou inconsciente. Une des solutions est peut-être de réguler correctement en chaufferie l'installation, mettre un réduit la nuit, faire en sorte que la régulation donne une température résultante de 19-20 degrés dans le logement, équilibrer correctement l'installation de chauffage pour que ça soit uniformément réparti, équilibrer, désembouer cette installation de chauffage. À partir de là, quelles économies on va pouvoir faire en plus? Moi, j'ai l'impression qu'on vend quelque chose à des locataires ou des propriétaires en disant vous allez faire des économies, mais à partir du moment où on chauffe des logements à 19-20 degrés, que c'est correctement équilibré, que la nuit on fait un réduit à 17, quelles économies on va pouvoir faire derrière et comment on va pouvoir compenser le surcoût lié à la gestion de ce comptage. Benoît. Pour nuancer juste votre propos, alors déjà, c'est vrai que les coefficients correctifs ont évolué et ont fait des progrès dans leur correction, justement, au fil des années. Et puis, deuxième point, ce que montrent les études qu'on fait, tant le caustique que l'ADEME, et qui permettent de quand même mettre en évidence certains pourcentages d'économies d'énergie globaux, donc entre 7 et 20% en général annoncés. L'ADEME prend une sorte de moyenne à 15%. Mais donc, ce que montrent ces études, c'est que toutes les mesures que vous annonciez tout à l'heure, le désembouage, le bon réglage, le bon équilibrage des installations, il est aussi nécessaire pour que ces pourcentages-là, c'est-à-dire c'est pas antinomique à mon avis, tous les éléments que vous évoquez. Il ne faut pas tout attendre de l'individualisation des frais de chauffage. Je crois que c'est une action parmi d'autres qui doit conduire à une sensibilisation, à une prise de conscience et qui doit nécessairement conduire à une action collective dans la copropriété. Il ne faut pas penser que l'individualisation des frais de chauffage sera l'alpha et l'oméga pour faire baisser les factures d'énergie dans les copropriétés. Je pense qu'aujourd'hui, on stigmatise trop le sujet de l'individualisation des frais de chauffage et que ça cristallise le débat général. Ça tombe bien, on allait passer à autre chose, mais on a quand même une question qui est posée par l'un de celles qui nous regardent, c'est la question des sanctions. Vous disiez, Arnaud Thamin, tout à l'heure, notre boulot à nous, Foncia, c'est de faire en sorte que nos propriétaires, copropriétaires soient en conformité avec la loi. Dans quel délai doit-on se mettre en conformité avec la loi, appliquer cette réglementation? Et par ailleurs, que risquerait-on si on ne le faisait pas?
Alors, ce texte de loi, il a une particularité, c'est que c'est la première fois qu'il y a des sanctions clairement définies dans un texte de loi. Donc je commence par ça, ces sanctions, elles peuvent aller jusqu'à, en cas de manquement, 1 500 € par logement. Et par an. Et par an. Non. Ah oui, donc c'est même une astreinte, c'est-à-dire 1 500 € par logement et par an, aussi longtemps qu'on n'est pas mis en conformité. Donc c'est pas neutre. C'est à mettre au regard des 30, 40, 50 € du dispositif par logement. On rappelle le calendrier, Benoît, c'est pour quand est-ce qu'on doit... C'est 31 mars 2017 pour les logements supérieurs à 150 kWh par mètre carré par an. 31 décembre 2017 si on est entre 120 et 150 kWh par mètre carré par an, et 31 décembre 2019 pour les logements inférieurs à 120 kWh. Alors, sachant que tout ça, il faut aussi le mettre en... on parlait du décret de 2012 tout à l'heure. Le décret de 2012 donc, visait déjà les logements supérieurs à 150 kWh par mètre carré par an. Il donnait une échéance au 31 décembre 2017. Donc là, il a rapproché l'échéance légèrement, mais ce que je veux dire, c'est que depuis des années, quand même, le sujet est en cours. Hein, voilà. Alain Baudin et Arnaud Thamin, vous pensez que le calendrier est tenable ou pas ? En gros, si je prends les logements qui doivent consommer un peu plus de 120 kWh par mètre carré par an, il nous reste 8 mois pour faire les travaux. Puisque notamment dans ces travaux, il y a la pose de robinets thermostatiques, ça se fait forcément hors saison de chauffe. Donc en gros, il nous reste 4 mois en 2016 et 4 mois en 2017 pour faire les travaux. Donc 8 mois pour équiper en gros 8000 logements. Alors l'actu réglementaire ne se limite pas à cette question de l'individualisation des frais de chauffage. En même temps que le décret relatif à l'individualisation des frais de chauffage est sorti un décret dit sur les travaux embarqués. L'esprit du texte, c'est que si on engage certains travaux sur un bâtiment, il faut alors réaliser automatiquement, mécaniquement, d'autres travaux qui améliorent la performance énergétique des bâtiments. Quel est l'intérêt de cette mesure ? Eh bien, nous avons posé la question à un représentant d'un bureau d'études, le bureau d'études Pouget Consultant. Écoutez-le et on en parle après. La logique de l'article 14 de la transition énergétique, donc embarquer les travaux, nous semble très cohérente. On pense que ça sera un véritable levier pour massifier la rénovation. Ce pour 3 principales raisons. Une première qui s'avère économique. Raisonner finalement en coût global nous semble être la bonne logique. Faire un ravalement, c'est finalement avoir un investissement sans retour direct sur investissement, faire une isolation par l'extérieur, c'est s'assurer pour la suite une valorisation patrimoniale. Donc ça, c'est la première logique qui est économique. La deuxième est environnementale. On sait que beaucoup de travaux sont aujourd'hui menés sans obligatoirement faire appel à l'efficacité énergétique. Or, beaucoup de liens pourraient se faire. Donc, reste à voir les niveaux qu'on applique pour compléter ce décret, mais on peut penser que ça aidera à la question de l'efficacité énergétique. Et enfin, dernière logique patrimoniale, où on va avoir un vrai impact sur la valorisation. Rénover, c'est avant tout valoriser et non pas finalement détruire. On pense vraiment que l'effet sera impactant et intéressant pour massifier, mais aussi améliorer la qualité des rénovations actuelles. De quel type de travaux parle-t-on exactement ? Qui veut répondre là-dessus ? Alain Baudin ? Dans ces travaux embarqués, il y a tout ce qui va être isolation de la façade, isolation des toitures terrasses par exemple, où aujourd'hui, quand vous ne pouvez plus faire un simple ravalement de façade, avec une peinture, un rafraîchissement, vous êtes obligé de mettre un isolant. Alors il y a quelques bâtiments qui échappent à cette règle-là, mais globalement, vous êtes obligé d'apporter et d'améliorer la performance énergétique de votre bâtiment quand vous faites ce type de travaux. Si je dois faire passer qu'un message ce soir à ceux qui nous regardent et à ce plateau, c'est attention, ce n'est pas une obligation de travaux. Je veux qu'on soit bien conscient de ça. Ou alors on appelle ça une obligation indirecte. On n'oblige pas demain les copropriétés à faire des travaux de rénovation énergétique. On oblige les acteurs, quand ils font des travaux, à les faire bien. L'idée, c'est de ne pas avoir de regrets et pas de se dire en 2017, je fais un ravalement et en 2020, je m'aperçois que j'aurais pu faire de l'énergétique. Le coût des travaux, le coût d'un ravalement pour une copropriété, c'est conséquent et finalement le surcoût de la performance énergétique, il reste marginal au regard de l'enveloppe globale
de ces travaux. Et justement, c'est la question que je m'apprêtais à vous poser. Est-ce qu'on a une idée du surcoût, ou en tout cas de l'augmentation budgétaire que ça peut représenter? Ça a été simulé, chiffré, expérimenté peut-être même sur le terrain. C'est aux alentours de 1 500 € par logement. En gros, on était à 3 500 € avant quand on faisait un ravalement simple, et aujourd'hui on est aux alentours de 5 000 € quand on y ajoute un isolant. Si le coût de l'isolation par l'extérieur vaut à peu près la même chose que le coût de la maison, naturellement, on ne sera pas obligé d'y embarquer la performance énergétique. Et les autres garde-fous, ce sont des garde-fous d'un point de vue technique ou d'un point de vue architectural. C'est-à-dire que si d'un point de vue technique, c'est impossible ou c'est bête, et si d'un point de vue architectural, c'est complètement insensé, là aussi, bien entendu, la mesure saute. Et pour juste terminer sur la partie, on va dire, financière, dans cet même article de la loi transition énergétique, et pour la première fois, et je pense qu'il faut le souligner, le législateur a indiqué qu'il maintenait dans le même temps de l'obligation les aides incitatives à la rénovation énergétique. C'est-à-dire que dans le même temps que le législateur pose une obligation indirecte de travaux, il dit « je maintiens les aides pour vous aider à y parvenir ». Et ça, on ne l'avait encore jamais vu. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on a parlé du ravalement, mais le coût marginal, quand on est sur la réfection de la toiture, la couverture, le coût marginal, il est très très faible. Parce qu'en fait, c'est le coût du matériau, en gros, c'est le coût de l'isolant. En fait, quand vous refaites un toit en zinc, que tout le bâtiment est échafaudé, que vous fassiez juste du zinc ou que vous fassiez du zinc isolé, en fait, la différence, le coût marginal, c'est... En l'espèce, l'embarquement des fameux travaux ne coûte rien ou si peu que voilà, exactement. Qu'il faut le faire. Et c'est l'endroit, quand on a froid l'hiver, on met une chapka, c'est pareil, en fait. Le toit de l'immeuble, c'est l'endroit où il y a le plus de déperdition. Donc déjà, faire ça, c'est excessivement intéressant pour la copropriété. Ensuite, sur la question du ravalement, même quand on est sur du patrimonial, le bâtiment haussmannien à Paris, il a une belle façade en pierre. C'est pas tellement lui qui pose problème. Il a une grosse inertie avec sa pierre et ça fonctionne plutôt assez bien. Et la façade arrière qui est sur cour, qui est souvent enduite, rien ne n'empêche de faire une ITE très simple avec un polystyrène, un enduit, et ça marche très bien. Et même si on fait que ça, on a traité le haut du bâtiment, sa façade arrière, et sa façade sur rue, on la traite pas, et c'est pas dramatique parce qu'en fait, elle pose pas tellement de problèmes. On va rentrer maintenant un peu, non pas dans la fiction, mais dans la prospective en tout cas, avec la mise à jour de la RT 2007 qui concerne notamment les normes d'isolation avec un zonage qui serait nouveau, zonage du territoire français, les systèmes de chauffage électrique, le chauffage au bois. D'abord, est-ce que ces dispositions vont bien dans le sens de l'esprit général de la loi sur la transition énergétique? Qu'est-ce que vous en pensez sur l'opportunité elle-même de travailler ces sujets? Je voulais répondre assez simplement sur l'opportunité, et c'est aujourd'hui ce qui nous préoccupe au sein des pouvoirs publics, c'est tant dans le neuf que dans l'existant, qui est de créer une réglementation qui soit certes à la hauteur de nos ambitions environnementales, à la hauteur de la place de la France dans un concert de pays internationaux et européens qui nous tirent vers le haut, mais aussi d'élaborer une réglementation qui soit, j'allais dire, intelligente au regard de la faisabilité des acteurs et de la maturation et la maturité du marché. Est-ce que ces réglementations vont avoir un impact sur le marché de la rénovation? Est-ce que c'est de nature à le doper ou est-ce que ça peut être de nature à l'affecter au contraire? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, de toute façon, on va déjà au-delà de la simple réglementation et des simples garde-fous. On y est incité par l'obtention des C2E, on y est incité par l'obtention de la TVA à taux réduit. Donc on sait déjà faire, on a déjà les matériaux et les équipements qui nous permettent d'y aller. Donc c'est normal que la nouvelle réglementation thermique de l'habitat existant suive, et je ne pense pas que ça pénalise le marché du bâtiment. Après, est-ce que ça va le doper? On espère tous. Il y a une autre réglementation qui est attendue, semble-t-il, depuis 2009, c'est celle sur l'obligation de réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique dans les bâtiments tertiaires. Pour le coup, est-ce que ce texte va sortir un jour, mon cher Benoît? En savez-vous quelque chose? Ce texte, c'est vrai qu'on l'attend depuis un certain temps parce qu'il était déjà évoqué en 2009. Il y avait un rapport assez volumineux, d'ailleurs réalisé par le plan bâtiment durable sur le sujet. Et puis on a eu une consultation publique en janvier dernier sur le sujet et le texte était annoncé pour
Voilà, je crois qu'il est en Conseil d'État. Bon, c'est sûr que ce texte, en fait, il y a encore des débats autour parce qu'il y a certains centres commerciaux, notamment, enfin, le marché des centres commerciaux qui est visé par ce texte, argumentent qu'ayant un ensemble de locataires assez nombreux, ils ne peuvent pas aller chercher les factures de tous les locataires. Aujourd'hui, ces craintes des centres commerciaux, elles ont été entendues. On a travaillé avec eux le texte. Ce texte qui est aujourd'hui au Conseil d'État, il a fait l'objet d'une grosse concertation. Et je crois et j'espère, il répond aux préoccupations des acteurs. Mais en dehors de ça, je voudrais, parce que vous allez me dire, du coup, le texte ne sort pas, donc il ne se passe rien. Alors j'anticipe peut-être votre question, et du coup, je réponds à la question que vous ne m'avez pas posée. C'est qu'est-ce qui se passe depuis tout ce temps. Le plan bâtiment, il y a quasiment 3 ans, jour pour jour, a lancé une charte d'engagement volontaire des acteurs tertiaires. Nous, on leur a dit, les gars, franchement, si vous attendez le texte, on pressentait quand même qu'il n'allait pas sortir tout de suite, il ne se passera rien. Et sans texte, vous n'avancez pas. Si vous n'avancez pas, il n'y aura pas de texte. Enfin, c'était le cercle vicieux. Et avec nous, ils ont signé une charte d'engagement volontaire qui, en somme, dit moi, je m'engage à faire, même si le décret n'est pas sorti. Merci à Alain Baudin du bureau d'études IE Conseil. Merci aussi au directeur de la maîtrise des charges et travaux d'efficacité énergétique de Foncia. Il s'agissait d'Arnaud Tamin. Et bien sûr à la directrice adjointe du plan bâtiment durable, Annelise Deloron, pour voir ou revoir d'autres débats, recueillir des informations également. Le site de CJBAT, cjbat.grdf.fr, cjbat.grdf.fr. Vous pouvez également d'ailleurs regarder les débats antérieurs sur la chaîne YouTube de CJBAT et vous pouvez aussi vous joindre à nous le 6 mars 2017, c'est la date des prochains débats. Au revoir à tous.